bonsoir à toutes et à tous. On est très heureuse avec Estelle Zong-Mengual ce soir de recevoir l'artiste Noémie Goudal. Noémie va présenter son travail qu'Estelle va introduire plus en détail. Donc, je les laisse à la manœuvre ce soir et bonne soirée. Bonsoir, donc je suis Estelle Zong-Mengual, je suis historienne de l'art, j'enseigne ici, enfin je suis même responsable de la chaire Habiter le paysage. Et c'est dans ce cadre que j'ai la très grande joie d'inviter Noémie Goudal ce soir. La chaire Habiter le paysage est une chaire qui s'intéresse aux relations que l'art ancien et actuel entretient avec le monde vivant. Donc c'est une chaire qui essaie de tirer les fils de ce qu'on appelle une histoire environnementale de l'art ou une histoire éco-critique de l'art. Et donc c'est tout naturellement que j'ai pensé au travail de Noémie. Donc Noémie Goudal s'installe à Londres à l'âge de 19 ans, où elle intègre Central Saint Martins à Londres et obtient un diplôme en design graphique. Elle poursuit ses études artistiques au Royal College of Art, où elle obtient un master en photographie en 2010. En 2013, elle remporte le prix HSBC pour la photographie et publie à cette occasion une monographie The Geometrical Determination of the Sunrise aux éditions Actes Sud. En 2024, grosso dans le temps, cette biographie n'est absolument pas exhaustive. En 2024, elle fait partie des 4 nominés du prix Marcel Duchamp. Noémie Goudal donc développe une œuvre très particulière, comme vous allez le voir. C'est une pratique élargie de la photographie qui prend des formes de films, installations, performances parfois. C'est aussi une pratique artistique qui mobilise régulièrement pour nourrir le travail plastique des savoirs issus de l'écologie scientifique, de la géologie, de la paléoclimatologie et de l'anthropologie. Et Noémie Goudal est représentée par la galerie Ede La Santi à Londres. Elle a un nombre incalculable d'expositions personnelles, collectives, etc. Donc je vais juste en donner les plus récentes. Dans les expositions personnelles récentes à Borough Yards by Art Angel en 2025, Deutsche Bank Lounge à Frieze London et Frieze Masters aussi en 2025, Frac Auvergne en 2024, Rencontre de la photographie d'Arles en 2022 et aussi dans des expositions collectives, par exemple à la Biennale de Sharjah en 2025. Tout ça, je pourrais choisir, j'ai une liste qui est longue comme le bras, donc je pioche comme ça de manière un petit peu arbitraire. Hem, si vous voulez, moi, j'ai rencontré le travail de Noémie Goudal très tardivement, je m'en veux énormément, au moment de son exposition au prix Marcel Duchamp, donc en 2024, où elle exposait 3 œuvres: Rocks de 2022, Grand Vide 2024 et Superstrata aussi, faut créer pour l'occasion, j'imagine. Et évidemment, j'ai tout de suite été frappée parce que, il se trouve que je suis spécialiste de la peinture de paysage occidentale dans l'art ancien, mais que quand j'ai vu le travail de Noémie, j'ai vu des filiations très claires où je me suis dit: «C'est incroyable, c'est l'héritière directe, de toute une tradition de la peinture, de paysage, notamment, au moment du romantisme». C'est-à-dire d'artistes qui se demandent comment on peut autonomiser, c'est mon moment histoire de l'art, comment on peut autonomiser la peinture de paysage de la peinture d'histoire qui, à ce moment-là, dans la hiérarchie des genres picturaux, est le genre dominant. Et les peintres romantiques sont les premiers à se demander comment est-ce que je peux représenter un paysage qui ne raconte pas d'histoire humaine, c'est-à-dire où il n'y a pas de scène humaine qui soit représentée, qu'elle soit quotidienne, mythologique, biblique. Comment je peux représenter un paysage sans scène humaine qui pourtant raconte une histoire, qui pourtant peut constituer un drame? Ils ont eu plein de manières de répondre à ce problème s et certains chemins ne sont pas ceux du tout de Noémie, mais elle c'est à mon sens, enfin, c'est comme ça que j'ai vécu la rencontre avec ton travail, c'est que je me suis dit: «Noémie propose une réponse à cette question de comment, percevoir un paysage non pas comme une vue, non pas comme, un donné figé, non pas comme un décor, mais comme étant une peinture d'histoire et une peinture de paysage ou une peinture d'histoire de ce paysage». Et si vous voulez, il y a, je vais essayer d'être brève, mais il y a vraiment une date à mon sens, qui est importante dans l'histoire de la peint da de la du rapport au paysage en Occident.
et qui, à mon sens, éclaire aussi le travail de Noémie. C'est une date qui ne fait pas partie des manuels d'histoire de l'art, mais pourtant, ça devrait. C'est 1830 et c'est la publication du livre Principes de géologie par Charles Lyell. Charles Lyell est un géologue très important. Il a aussi il a joué un rôle très central dans la découverte de la théorie de l'évolution chez Darwin. Vous allez voir pourquoi. Si vous voulez, avant Charles Lyell, on pensait que la Terre avait environ 6000 ans. Et donc, pour expliquer pourquoi les paysages ressemblaient à ce qu'on voyait, pourquoi il y avait des massifs de montagnes, pourquoi il y avait des canyons, etc., on avait une théorie qui était la théorie du catastrophisme, puisque 6000 ans, c'est un pas de temps très court. Et donc, pour expliquer ces reliefs, cette formation du paysage, la théorie, c'était qu'il y avait eu des catastrophes. C'est pour ça que c'est la théorie du catastrophisme, c'est-à-dire des grands événements ponctuels qui expliquaient tout d'un coup qu'un canyon s'ouvre, etc. Donc, euh, et ce que Lyell propose, et c'est très beau quand on lit comment il découvre sa théorie, c'est qu'il découvre sa théorie, bref, vous allez vous ensuite pourquoi, il découvre sa théorie en observant l'eau qui coule sur les chemins de campagne autour de chez lui et qui creuse des sillons, qui dessinent des formes dans le chemin à ce moment-là non bétonné, hein, on est en 1830, et donc voilà, il voit tout d'un coup la formation de micro-rivières, de canyons, de montagnes, simplement par ces phénomènes de micro-érosion produits par la météo du jour. Et donc son hypothèse, évidemment enrichie par des études géologiques sérieuses sur des sites précis, c'est que en fait, ce sont des micro-processus à l'œuvre toujours aujourd'hui d'érosion, de sédimentation, qui ont créé les paysages incroyables, sublimes que l'on connaît. Et donc, pour que ça puisse arriver, il a dû évidemment allonger le pas de temps considérablement de la formation de la Terre. Et donc, il propose des centaines de millions d'années. Bon, c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est cet allongement de l'âge de la Terre qui lui permet d'imaginer que ce sont des processus non pas spectaculaires, catastrophiques, mais des processus lents, quotidiens, pas spectaculaires, qui ont créé les paysages que l'on connaît aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on regarde un paysage aujourd'hui, en fait, le paysage est toujours en train de se faire, il n'est jamais figé, ce sont toujours les mêmes processus qui l'ont formé, qui sont toujours à l'œuvre. Et donc ça veut dire que quand on regarde un paysage, on voit en même temps le présent du paysage, son passé et aussi on entrevoit son futur puisque c'est cette même continuité des processus. Et donc, pour moi, c'est vraiment une sorte de lentille qui permet vraiment d'apprécier le caractère relativement inouï du rapport au paysage que nous propose Noémie Goudal dans son travail. Et je suis très heureuse qu'elle puisse vous le présenter à vous aussi. Merci beaucoup, Noémie, d'être là. Merci beaucoup, Estelle, pour cette présentation. Du coup, vous m'entendez bien, c'est bon là Euh, je vais vous présenter mon travail de manière. J'ai un PDF avec des images et j'ai aussi des vidéos, donc j'alternerai entre les deux. Et j'ai essayé de voir, quand j'ai préparé le PDF, j'ai essayé de voir ce qui pourrait être intéressant pour vous, enfin, pour les étudiants qui sont dans la salle. Et du coup, j'ai commencé par ce tableau-là, quand j'étais étudiante au Royal College, on devait écrire une dissertation. Et j'ai écrit la mienne sur comment on peut raconter des histoires par les images et comment, dans un cadre, enfin, dans une image plate, on peut raconter différentes strates de temps et différents moments de temps dans le même canvas. Et en fait, je me suis posé cette question-là avec plein de différentes images, mais celle-ci m'a particulièrement intéressée parce que en fait, on a donc Saint Jérôme qui est dans son cabinet d'études et qui est en train de traduire la Bible. Et en fait, on a une architecture au centre, on dirait, enfin moi je le voyais comme une image complètement copier-coller, en fait, une sorte d'architecture, une mise en page assez étrange avec ce petit bout d'architecture complètement urbaine, avec la nature derrière, donc deux lieux très très distincts qui se trouvaient évidemment, dans le même tableau.
Et à partir de ça, je me suis posé la question: «Comment est-ce que moi, dans mon travail, je pourrais, justement parler de différents moments, avoir différents moments de temps dans le même canvas?» Donc c'est de la photographie, mais le canvas photographique, et comment je pourrais, essayer de voilà, de développer ça, et ça a été un peu le début de tout mon travail. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec donc j'ai enlevé les personnages assez vite. C'est-à-dire qu'au début, j'avais tenté de mettre des personnages, il y avait beaucoup trop de choses, et j'ai enlevé, justement, enlevé ces personnages parce que pour laisser place, justement finalement que le spectateur soit le protagoniste de cette histoire. Et là, j'ai commencé à travailler au Royal College avec des fonds en papier, que je créais de manière extrêmement artisanale et très simple. On avait une imprimante A3 que j'ai beaucoup utilisée, qui était d'ailleurs en graphic design et pas en photo, mais ça a été d'une aide incroyable parce que j'imprimais mes fonds, mes décors avec des A3 que je collais pendant des heures, et je fabriquais des très, très grands décors. Donc c'était assez méditatif aussi, le processus de travail était, et d'ailleurs ça l'est encore pour moi maintenant, moins méditatif, ça va être plus autre, enfin vous verrez mes projets plus récents, c'est différent, mais il y a la fabrication en tout cas est extrêmement importante dans mon travail, et le temps de fabrication aussi. Ça je vous le montrerai aussi, un petit peu plus tard. Et après, dans la même, série de photos, et pendant tout mon parcours au Royal College, j'ai commencé à travailler avec donc là, c'est une vue d'installation, mais la photographie, d'origine, c'est celle que vous voyez, qui est, donc affichée. Et j'ai travaillé avec des matériaux, je voulais travailler avec des matériaux très simples et très bruts. Donc là, c'est des draps de plastique, en fait, très simples, qui sont suspendus, et comment je peux, en fait, avec un matériau, changer complètement la perspective d'un lieu. Donc là, c'est vraiment une photo de forêt, ce qui est le plus simple, c'était à l'extérieur de Londres, et on a juste suspendu ces draps, et tout d'un coup, avec ces draps de plastique, j'arrivais à recréer une perspective, et recréer un lieu avec un geste très simple. Mais pour arriver à ça, en fait, il m'a fallu passer par beaucoup d'étapes où je mettais plein de choses et j'enlevais au fur et à mesure pour garder vraiment l'essence même de ce que je voulais, exprimer dans la photo. C'est-à-dire une sorte de là, c'était vraiment cette, sorte de confrontation entre ce matériau, c'est du plastique, donc on n'a pas évidemment pas du tout envie de le voir dans une forêt, et d'essayer voilà, de voir qui change complètement la perspective. Là, ici aussi, c'est un autre exemple, une photo qui est assez ancienne aussi, mais hem, qui était d'utiliser c'est sortes de polystyrène d'isolation, donc c'est vraiment très, très simple, et ça, j'étais, près de Londres, dans la mer, l'endroit avec, il y avait la mer le plus proche de Londres, et voilà, je les ai posés là, donc pour moi, c'était aussi une manière de présenter, en fait, cette prise de vue a été assez compliquée, mine de rien. Je parle de ça aussi parce que j'aime bien parler du processus, parce que c'est quand même important de comprendre comment tout ça est fabriqué. Pour arriver à avoir une mer complètement plate comme ça avec, l'horizon derrière, c'est assez compliqué. Il y a très peu de moments parce que c'est le moment où la marée arrive juste dans ces petites piscines. Il y a des piscines en Angleterre, il y a des piscines qui sont comment dire? En béton, des sortes de piscines où on pêche des crabes, ou d'ailleurs je sais pas trop à quoi ça sert ces trucs, mais et en fait, quand l'eau rentre dans ces piscines sur la plage, on arrive à avoir un moment où tout devient complètement plat. Donc évidemment, c'est pas on n'a pas le courant de la mer, on a juste l'eau de la piscine, et à la fois on voit, ça fait une sorte enfin, on a l'impression que ça part, très, très loin, et je voulais arriver à capter ce moment précis, donc il fallait arriver pile au moment où la marée, arrivait sur la plage. Et du coup, mon travail, au début était vraiment rythmé avec les marées, le vent, enfin tous les éléments. En fait, j'étais obligée de travailler avec ça, j'avais pas vraiment le choix, et pour moi, c'était aussi une forme ça fait partie de mon travail, en fait, de travailler avec les éléments, et ça fait partie de ma démarche, ça fait partie hem, enfin, c'est quelque part, les gens qui me connaissent, des fois se moquent un peu de moi parce que c'est toujours il faut qu'il y ait des sortes de complications, mais quelque part, c'est aussi comme ça, c'est à travers toutes ces strates de, de détails qu'on doit affronter que je construis mon travail. Voilà, donc ça, je vous montre un petit peu rapidement le reste de cette série-là, Haven About US, qui était,
qui était donc réalisé avec le même processus, en fait, où là, j'ai travaillé avec des très grands laits de papier que j'ai suspendus dans des lieux, dans un pour moi, c'était vraiment une idée d'arriver à prolonger un paysage dans un autre. Et par rapport à la peinture que je vous avais montrée au début, c'était vraiment d'essayer de voir comment je pouvais avoir 2 temporalités différentes. Parce que 2 photographies, c'est du coup 2 temporalités, parce qu'elles ont été prises à des moments, différents, dans des lieux complètement différents, et comment je pourrais, moi, dans la même photographie, les insérer, essayer de les faire dialoguer. On voit toujours que c'est une installation, que c'est du papier. Quand vous vous rapprochez, c'est des photos qui sont assez larges. En général, elles font à peu près 2 mètres de large. Donc vous pouvez vraiment vous approcher, voir le papier, voir les fils, voir tout ça. Et c'est ça qui est important aussi, parce que si on voit plus la construction et qu'on a l'impression de voir une image photoshopée, je pense que c'est pas du tout la même, pour moi, c'est pas la même relation à l'image. Hem, C'est-à-dire qu'on est, il me semble en tout cas que quand on est, quand on voit la fragilité, et l'éphéméralité d'une construction, quelque part le spectateur peut faire partie de cette construction. En tout cas, il voit l'effort et du coup, il peut l'apprécier, et il me semble que pour moi, c'est en tout cas, c'est là où se trouve un peu l'essence de mon travail, parce que sinon une image, photoshopée, enfin voilà, ça aurait évidemment pas du tout le même sens et ça aurait aucun intérêt. Et après, j'ai travaillé juste enfin vraiment vraiment juste après mes études sur, une nouvelle série qui s'appelait la série des observatoires. Et là, j'ai commencé à faire des recherches sur, un type, ce qui m'intéressait, c'était les architectures qui étaient en lien avec la nature, justement. Parce que moi, dans mon travail, comme Estelle l'a dit, tout est vraiment enfin, ça parle de, notre rapport à la nature avec plein d'angles différents, et comment on a pu l'interpréter, l'observer, et cetera. Et du coup, là, enfin, mais le début de ces recherches ici, c'était vraiment sur, je ne sais pas si vous connaissez peut-être certains d'entre vous ont été en Inde. Il y a des observatoires, enfin des espèces de structures cosmiques, au Jantar Mantar ou, enfin dans plusieurs endroits en Inde. Et en fait, ce sont des sortes d'observatoires qui ont été construits. On peut, comme des sortes d'escaliers, on peut aller voir, au aller au plus proche des étoiles ou tout simplement, lire l'heure. Et ça a été construit au 18e, et c'était des structures, qui étaient comme des outils, mais qui ressemblent à des architectures comme ça assez, très belles en fait. Elles sont vraiment, pour moi, c'était comme des sculptures en fait, c'est des espèces de grands parcs comme ça. Et donc ça, c'était mon point de départ, et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai, essayé de créer donc cette série, où je vais vous montrer encore un peu comment c'est fait. J'ai photographié d'abord, en France, en Allemagne et dans plusieurs lieux, plein de fragments d'immeubles. Et et à la suite de ça, je les ai imprimés aussi. Donc là, c'était la même technique bah, sur des A3, et je les ai contrecollés. Et voilà, donc ça, c'est très simple, contrecollé sur du carton, et positionné dans des lieux, assez, précis, que j'avais choisis, dans des lieux qui étaient comme des, sortes pour moi, des lieux où il y avait aucune, trace, particulière d'une géographie particulière. Et et en fait, pour moi, c'était l'idée de créer ces observatoires, c'était vraiment d'essayer de voir comment je pouvais, avec des fragments d'immeubles comme ça, donner une sorte d'évocation. Donc, par exemple, si on regarde ces 2 là, de donner une évocation d'un espace ou enfin, d'une architecture qui pourrait, qu'est-ce qu'elle évoque plus que qu'est-ce qu'elle est? Donc, par exemple, quand vous regardez celle de droite, est-ce que, elle vous fait penser à une pyramide maya, ou est-ce qu'elle vous fait penser à et c'est plutôt le fait de les découper, le fait qu'elles deviennent des fragments. Est-ce qu'on quelque part, elles peuvent, redonner une sorte de, hem enfin, pour moi, c'est de voir est-ce que je peux leur redonner, moi, une sorte de oui, de deuxième sens, quoi, en tout cas. Et ça, c'est les escaliers du métro Jaurès, justement, celle de droite, et celle de gauche, c'est, une partie d'une église brutaliste en Allemagne. Donc c'est vraiment des lieux complètement différents à chaque fois. Et à cette époque-là, j'étais donc étudiante à Londres, dans une architecture qui était un peu particulière, je dois dire, parce que hem, bon, je vais m'embarquer dans un truc un peu long, mais bon, c'est pas grave, je vais le dire quand même.
À l'époque, je regardais par exemple beaucoup, j'imagine que vous connaissez le travail des Becher, les photographes qui ont photographié, énormément de lieux en Allemagne et qui avaient une sorte d'archives énormes de lieux qui étaient d'une industrialisation, d'un ét enfin, extrêmement lourd et extrêmement, hem, permanent, je dirais. Moi, je vivais à Londres avec une sensation extrêmement étrange que l'architecture pouvait être très éphémère. Je vivais dans l'est de Londres et tout était dans un espèce de... Il y a des grues partout, tout se construisait, les maisons étaient... Enfin, il y a plein de trucs qui étaient en mauvais état. Enfin, et en fait, quelque part, c'est là où je me suis vraiment posé cette question de l'éphéméralité d'une architecture. Et c'est pour ça que quand j'ai travaillé sur celle-ci, je me suis dit, tiens, parce qu'elles ont quelque chose d'extrêmement pauvre, évidemment. Quand on regarde tous les détails, on voit bien que c'est juste un bout de papier, etc. J'avais vraiment fait le lien avec, quand je travaillais ça de manière, enfin, après avoir, vraiment en étant en train de travailler, j'avais vraiment fait ce lien-là. Et après, donc là, je vous ai mis cette vue d'expo parce que, hem, pour vous montrer un petit peu comment les photos sont installées une fois qu'elles sont réalisées, moi, ce que j'aime bien dans mes expos, c'est d'essayer de travailler vraiment sur une trajectoire. C'est de voir comment, le public arrive dans une salle et comment l'amener d'un point A au point B et comment créer plusieurs vues, en fait, plusieurs perspectives. Donc si, par exemple, je me mets ici sur cette vue, je vois, 3 observatoires ensemble et tout d'un coup, si je fais 3 mètres plus loin, je vois 2 observatoires avec une station, donc je peux vraiment jouer avec les points de vue. Et pendant pas mal de temps, j'ai travaillé sur des expositions comme ça où on voyait vraiment l'arrière des cadres, et cetera. Mais pour créer une sorte de parcours, où avec une sorte de liberté aussi sur, là où on veut aller et en évitant la simèse, et aussi parce que évidemment j'aime bien l'arrière des cadres qui est qui est aussi quelque part... Je vous le montrerai, il y a d'autres exemples un peu plus flagrants, mais comment retrouver en fait toute l'arrière de mes constructions, qu'on voit pas, qui sont quand même cachées, même si on laisse des petits bouts de fil et tout ça, elle est quand même, un petit peu montrée, mais elle est quand même, principalement cachée derrière. Et j'essaie toujours de les ramener en fait dans l'espace, d'exposition d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'était, tout simplement de ramener les tasseaux, qui ont été utilisés pour travailler toutes ces installations. Voilà. Et à la suite de ça, j'étais invitée à faire une exposition, enfin dans le musée de Walsall en Angleterre. Et en fait, j'ai travaillé sur 2 films qui étaient mes premiers films, qui étaient vraiment plus comme des toutes petites performances. Tous mes films sont quasi... Oui, tous mes films sont des plans fixes, donc c'est plans, la caméra bouge pas, donc c'est presque comme des photos animées, en fait, plus que des films d'ailleurs. Et hem et là, donc c'est Diver et Tanker et en fait, c'était 2 performances où c'est peut-être ouais, dans mon travail, les seuls où on voit des personnages et en fait, on les voit monter et redescendre et c'était vraiment en lien avec les observatoires. Je voulais qu'il y ait une sorte de performance qui suit comme ça une boucle, où en fait, on remonte vers le ciel, mais on est toujours amené à redescendre, quoi. Et donc là, ça durait, bah, voilà 9 minutes et en fait, c'était dans le lac d'Annecy, donc c'était un club professionnel de plongeurs qui avait accepté de participer à cette, petite performance et puis on a arrêté quand pour eux, il faisait trop froid. Donc ça, c'était dans un super tanker à Istanbul, c'était assez fou comme, tournage. Voilà. Et après assez rapidement, je me suis intéressée à l'histoire des sciences, justement. Donc l'histoire des sciences qui a été, un assez, enfin comment dire? Une fondation assez importante pour moi pour créer plusieurs projets. Donc cette série, c'est la série des stations et là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'histoire des sciences de la Terre. Ça veut dire comment on a pu regarder, l'histoire des sciences du ciel, pardon. Comment on a pu regarder le ciel donc en Occident, hein, à travers, les siècles, donc de l'Antiquité au Moyen Âge, à la Renaissance et cetera. Et en fait, il y a un moment,
qui m'a, particulièrement intéressée, c'est, hem ouais, je vous montre encore un peu comment on travaille. Hem, voilà. À un moment, en fait, dans l'histoire des sciences, Aristote parlait du ciel avec en fait, une sorte d'idée que tout ce qui serait sous la lune, serait, une sorte de le chaos, et tout ce qui serait au-dessus de la lune serait l'ordre. Donc en grec, ordre, veut dire, enfin ordre veut dire cosmos. Enfin cosmos veut dire ordre plutôt, et donc il y a vraiment ces 2 mondes assez séparés, et c'est une vision du ciel qu'il y a eu pendant assez longtemps, et donc tout ce qui est au-dessus de la lune, donc l'ordre, c'est, là où se trouvent les dieux, c'est là où se trouve, une sorte de stabilité, en fait, de fixité qui est assez impressionnante et qui est assez ancrée, vraiment pendant très, très longtemps. Et en fait, pour moi, c'était assez fascinant de me dire: «Mais qu'est-ce qui a pu, comment on a pu regarder le ciel, en fait, avec cette vision-là?» Avec cette vision-là, non seulement le ciel, mais aussi la terre. Avec une vision comme ça de cette dualité entre le chaos et le cosmos. Et hem et après, il y a eu tout le Moyen Âge qui était fascinant aussi. D'ailleurs, toutes ces images, c'est ça, les 3 noirs là, c'était vraiment sur les histoires du Moyen Âge qui m'ont complètement, enfin, qui m'ont vraiment fascinée sur comment ils voyaient le ciel avec, le ciel était extrêmement vivant en fait, au Moyen Âge, tout ce qui était donc encore une fois sous la lune, ils parlaient de boules de feu, ils disaient que dès que s'ils voyaient une météorite, ou enfin s'ils voyaient une étoile filante, ils disaient que, un roi allait mourir. S'ils voyaient 3 étoiles filantes, ça veut dire que la peste allait revenir. Enfin, il y avait une sorte de miroir entre ce qui se passait dans le ciel et ce qui se passait sur terre. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que l'astronomie, c'est quand même une science de l'observation. Il n'y avait pas besoin donc il y avait besoin d'outils évidemment pour aller voir au plus proche, mais il n'y avait pas besoin d'exploration, d'explorer la Terre, d'aller, en haut des montagnes, d'aller, voilà, c'était aussi c'est pour ça que, étrangement, en fait, les hommes ont commencé par, étudier le ciel, presque avant d'étudier leur propre terre. Et après, j'ai arrêté ma série à ce moment assez précis, où Tycho Brahe, qui est un astronome, qui était à peu près, 17e, enfin au 17e siècle, qui a construit un observatoire, qui était, assez bien équipé, parce qu'il étudiait les étoiles vraiment de manière très, très précise, et lui, en fait, a découvert, une nouvelle étoile, ce qu'il a appelé la Stella Nova. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, évidemment par rapport à cette histoire d'Aristote? C'est que tout ce qui est, au-dessus de la Terre était donc, censé être fixe, mais quand Tycho Brahe découvre qu'une étoile est née à cet endroit-là, ça veut dire que tout est complètement chamboulé, et la sphère est fixe, et le cosmos n'est plus si fixe que ça. Et d'ailleurs, on a découvert par la suite qu'en fait, c'était pas une étoile qui était née qu'il avait découvert, mais une étoile qui était en train de mourir. Elle avait explosé. C'est pour ça il avait pu la voir avec ses outils. Voilà, et du coup, pour cette série-là, en fait, j'ai travaillé avec des matériaux, un peu spéciaux qui se dissolvent à l'eau, voilà. Moi, ça, je ne veux peut-être pas rentrer dans les détails de la construction, mais regardez l'heure, oui, il est déjà hyper tard. Pardon, je vais aller un petit peu plus vite. J'ai plein de choses à vous montrer encore. Donc les mécaniques, un autre projet qui a été fait avec des miroirs. Donc là, c'est un triptyque, qui est, une installation où je commençais un peu à regarder les paysages, comment la construction d'un paysage avec, un peu plus kaléidoscopique. Désolée, j'arrive pas à le lire, c'est pas grave. Avec, une sorte de vision, en fait, comme les miroirs reflètent un petit peu partout. Il y avait donc ce qu'il y avait derrière moi, derrière l'appareil photo et sur les côtés, parce que les miroirs, même si j'essayais de les mettre plats, ils étaient jamais vraiment plats. Et donc du coup, c'est, un triptyque. En fait, au début, il y a le cadre entier, et au fur et à mesure, on enlève les miroirs, et comme vous pouvez voir, il y en a qui ont cassé, quand on les a enlevés, ils sont tombés, et on les a laissés. Et au fur et à mesure, on peut rentrer dans l'image, et il y a vraiment ce jeu entre l'avant, l'arrière. Voilà. Ensuite, In Search of the First Line, qui est donc une série, qui a été montrée au BAL, notamment à Paris, où là, c'était encore une fois avec, j'ai travaillé avec des fonds en papier, et là, c'était
l'idée, c'était vraiment de créer une sorte d'architecture palimpseste avec des strates de temporalité différentes, de l'architecture différente à l'intérieur de la même, photographie. Voilà encore, une histoire de strates. D'ailleurs, disons que dans tout mon travail, il y a des histoires de strates, de stratification et de une image qui est évidemment complètement, plate. À l'intérieur d'une image, il y a tellement de niveaux de strates de perspective qu'on peut déconstruire, reconstruire, et hem et disons que j'essaye de travailler sur cet angle de plein de manières différentes. Évidemment dans les photographies que vous venez de voir, vous allez voir aussi dans les films et ça c'est une installation que j'avais tenté comme ça de décomposer complètement une image, mais non pas par, une décomposition assez, enfin c'est une décomposition assez arbitraire en fait, parce que c'est moi qui décidais, où ça allait être découpé. Et d'ailleurs, j'ai fait exactement le même, travail avec, est-ce que vous voyez ce que c'est des stéréoscopes ou ouais? Donc des stéréoscopes, c'est des images, qui se voient avec, des petites, un petit apparatus, donc c'est vraiment, il y a plein de petits objets différents pour pouvoir voir des images stéréoscopiques. En gros, c'est juste le cerveau qui fait le travail. C'est-à-dire que si l'œil gauche ne voit que l'image de gauche, donc c'est des petites images qui sont comme ça. Si l'œil gauche ne voit que l'image de gauche et l'œil droit que l'image de droite, comme il est tellement habitué à voir en 3D qu'en fait il fait le travail et on voit l'image en 3D. Et et en fait, moi, je reprends ces images et je vais recréer la 3D que je veux. Donc c'est-à-dire que, en fait, j'ai étudié, vraiment plein d'images, stéréoscopiques et j'ai essayé de voir, donc ça, c'est une petite cuisine que je fais sur Photoshop où en fait, je coupe des petits bouts de l'image, je les décale droite-gauche et au bout d'un moment, il y a je crois que c'est mon image de gauche que je change jamais, elle reste telle quelle et c'est l'image de droite, je change des petits bouts de droite-gauche et tout d'un coup, ils apparaissent en 3D. Donc ça, c'est assez magique et pour moi, c'est une manière aussi de travailler sur un paysage qui est absolument pas, où il y a aucune intervention de ma part, parce que c'est une photographie que j'ai prise, voilà, telle quelle dans le paysage. Mais grâce à la stéréoscopie, je vais lui donner une forme d'artificialité très étrange, parce que c'est moi qui crée, la 3D où j'ai envie qu'elle soit. Et d'ailleurs, il y a cette photo en particulier, j'ai beaucoup aimé travailler avec parce qu'elle c'est un c'est c'est en Norvège, dans un fjord. En fait, c'est un paysage qui est complètement comme coupé au couteau, complètement plat. Mais il y a tellement de fissures et de strates que je me suis vraiment amusée à recréer, comme s'il y avait vraiment une perspective à l'intérieur. Et j'ai même fait un petit objet, avec mon éditeur où en fait, on clique dessus comme les anciens enfin, comme les stéréoscopes qu'on vend dans les musées là, enfin voilà. Et on clique dessus et à chaque fois, on voit une 3D de la même image, mais avec une perspective différente. Voilà, donc ça, je vous montre très rapidement je vais pas forcément en parler, mais comme ça, je vous montre, vous avez un peu tout les telluris et les soulèvements. Donc ça, il y a toujours dans l'histoire des sciences, mais cette fois-ci dans l'histoire des sciences de la Terre, parce qu'après j'ai changé mes recherches un petit peu et je me suis orientée vers l'histoire des sciences de la Terre. Il y avait un moment au Xe siècle qui était assez intéressant où il y avait les plutoniens, les neptuniens qui se confrontaient enfin qui se confrontaient. Ils avaient chacun leurs idées sur comment le monde s'était formé et surtout comment les montagnes s'étaient formées et en fait, il y en avait donc qui disaient que les montagnes étaient venues enfin elles s'étaient soulevées en fait, donc d'où le titre de la série et d'autres qui disaient que l'eau a été à la base complètement partout et avait, et au bout d'un moment était, redescendue et c'est pour ça qu'on pouvait, trouver des fossiles marins en haut des montagnes. Et pour moi, ce qui était intéressant, c'était que, c'était vraiment un jeu de détective, en fait, à l'époque, de trouver des fossiles et d'essayer de se demander comment ils ont atterri là et cetera. Et c'est une science évidemment de l'observation et en fait, là, je vous donne un exemple, mais il y en a plein d'autres. Dans tous mes travaux, il y avait sur l'histoire des sciences, il y avait vraiment des recherches à chaque fois précises qui étaient pour moi un vrai point de départ, de création des images. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de repenser à cette histoire de soulèvement et comment on a pu se questionner, en fait, à la base sur: «Mais comment une montagne est arrivée là?» Si on n'a pas toute la connaissance et toute la science qu'on a maintenant, comment, au Xe siècle, on a pu se demander, en fait, avec les connaissances qu'ils avaient à l'époque et la science qu'ils avaient avec les histoires, la religion qu'ils avaient,
comment il pouvait essayer de réfléchir à ça. Et du coup, j'ai repris ces recherches et j'ai travaillé donc sur une structure en miroir qui est, donc comme vous voyez, qui est assez, heu, bon, elle a pas l'air comme ça, mais en vrai, elle est assez mobile et en fait, j'étais derrière l'appareil photo et j'ai demandé donc à mon équipe de bouger les miroirs. Donc moi, je restais derrière l'appareil pour pouvoir, sculpter, en fait, l'image et je leur ai demandé de baisser, le miroir un tout petit peu. Il suffisait de quelques millimètres, de baisser le miroir un tout petit peu vers, le bas, un tout petit peu vers le haut, droite, gauche et cetera et c'est comme ça qu'en fait, on a reconstruit ces images, on a reconstruit, en fait, des montagnes et pour moi, c'est comme recréer un soulèvement entre le haut, le bas, la droite et la gauche et cetera. Voilà, les démantèlements aussi, qui sont, heu, aussi dans des recherches assez similaires. Donc là, c'est une série d'images, qui est vraiment assez performative, en fait, je dirais, parce que c'est très simple comme procédé. Donc l'illusion d'optique est évidemment très importante dans mon travail et vous allez le voir aussi dans les derniers projets. Et j'essaye de jouer avec ça de plein de manières différentes. Et en fait, il y a quelque chose qui m'intéressait, je ne sais pas si vous voyez les photos touristes où on prend la tour Eiffel, dans ses doigts comme ça, elle est très loin derrière, mais en fait, je me disais: «Mais est-ce que moi j'arriverais à recréer des paysages comme ça en essayant de travailler, de trouver un système pour recréer un entre-deux comme ça, entre l'arrière et le devant?» Et du coup, j'ai travaillé sur donc je sais pas si vous avez vu au début, sur des bouts de montagne comme ça, tout petits, donc c'est vraiment du papier, donc ça, c'est quand même un papier spécial, c'est du papier hydrosoluble qui se dissout à l'eau et au fur et à mesure, on mettait de l'eau dessus et elle se donc décomposait complètement. Et voilà, dans les expos, je les montre, dans des grands cadres et en fait, on voit la dissolution au fur et à mesure et à la fin de l'image, on arrive dans le paysage, réel. Et donc ça, c'est évidemment sur, et alors, ça, donc c'est, la série d'Eterella qui est, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Estelle. Hem, En fait, c'est une série de sculptures. Donc là, on n'est plus du tout dans la photographie. Mais j'ai travaillé à Sèvres, la manufacture de Sèvres et en fait, je suis allée les voir. Et je leur ai présenté des petits croquis. Je leur ai dit: «Bah, voilà, je travaille sur l'histoire des sciences. J'ai besoin de faire j'ai besoin de faire comme des maquettes, et est-ce que vous pourriez, voilà, réaliser ces sculptures?» Et j'avais absolument fait que de la photographie dans ma vie, donc je pense que pour eux, c'était un challenge aussi de se dire qu'ils allaient travailler avec quelqu'un qui ne connaît pas la 3D aussi, parce que c'était pas du tout voilà, j'avais vraiment que travaillé la photographie et en fait, j'ai travaillé avec un historien des sciences qui, lui, était spécialiste dans les théories de la Terre. Donc c'est-à-dire que lui, a écrit plein de livres et en fait, avec lui, on a essayé de trouver les 15-16, hypothèses de la Terre les plus importantes. Donc c'est-à-dire, quels ont été les courants, en fait, de pensée autour du relief de la Terre. Donc c'est-à-dire, par exemple, Aristote pensait, pour lui, c'était, le monde s'érodait et à un endroit se reconstruisait à un autre, puis s'érodait à un autre et cetera et c'est comme ça qu'on avait une terre qui était jamais complètement, pleine, mais qui était toujours en fait en déconstruction, reconstruction. Hem donc Platon, lui, il était dans justement, il était pas du tout il était un peu à l'opposé de ça. Ensuite, celle-ci, c'est une des plus parlantes, Ristero d'Arezzo au XIIIe siècle. Lui, il pensait que vraiment toutes les montagnes étaient attirées, par les étoiles. Voilà. Dante, donc c'est quasi tout le Moyen Âge, il y avait vraiment cette idée de stratification des enfers, stratification pour aller jusqu'au paradis et jusqu'à l'intérieur de la terre, jusqu'aux enfers. Voilà. Buffon, très important aussi sur toutes tu parlais tout à l'heure justement de la temporalité qui est assez intéressante parce que, il y avait la religion était très importante évidemment à l'intérieur vraiment du discours, scientifique et en fait, donc lui a repris, les 7 jours, les 7 époques en fait de la Terre, mais au lieu de se dire que, elles auraient, je sais plus quelle était le la durée,
mais il les a un peu rallongés en se disant: «Bon, bah, la solidification, ce sera plutôt 10 000 ans», voilà. Donc il a un peu, essayé de moderniser en fait, toute cette construction. Voilà, et à partir de à peu près 2020, j'ai commencé à travailler sur un sujet qui est, assez finalement assez similaire, mais qui prend le problème d'un angle, un petit peu différent. Ça parle toujours d'histoire, enfin de paysage et de temps, mais cette fois-ci, c'est à travers les yeux de scientifiques contemporains qui s'appellent les paléoclimatologistes. C'est paléoclimatologues, pardon. C'est des scientifiques qui étudient, toute l'histoire de la Terre, de ce qu'elle a été, ce qu'elle a vécu pour arriver au paysage qu'on a maintenant. Donc on sait que la Terre a 4,5 milliards d'années à peu près, et c'est, voilà, tous les événements qui se sont passés, et en fait, ce qui est assez fascinant quand on les écoute et quand on discute avec eux, c'est que eux ne voient pas du tout, la Terre comme une entité fixe, mais comme une entité complètement fluide qui est dans un mouvement, très lent et très long et et voilà, et en mouvement, permanent, et ça m'a vraiment marquée parce que quand j'ai commencé à lire sur ça, je me suis dit: «Mais comment ça se fait nous, on a une vision de notre monde qui est quand même extrêmement, fixe?» On a des atlas, on a des frontières et cetera. On a des continents bien définis, et quelque part, on apprend qu'ils sont comme ça, qu'ils ne bougeront pas, et ce qui est vrai à l'échelle évidemment à l'échelle humaine, mais en fait, si tout d'un coup on s'extirpe un peu de cette vision-là et on essaye de voir, l'histoire du monde de manière beaucoup plus large, ça devient fascinant parce qu'évidemment l'humain, faut oublier, enfin voilà, il est là depuis vraiment pas longtemps, mais tout d'un coup, on arrive à avoir à comprendre en fait le paysage dans lequel on vit, mais de manière assez vertigineuse et assez et pour moi assez enfin c'est une source d'inspiration assez énorme parce que c'est le même, les mêmes matières, c'est le même sol sur lequel on marche. Enfin pas le béton évidemment, mais c'est le même sol sur lequel on marche, c'est la même eau, c'est exactement les mêmes molécules d'eau sont les mêmes, elles se recyclent, mais elles sont les mêmes, et voilà, donc du coup à partir de ça, j'ai créé un gros corpus qui s'appelle Post Atlantica, et j'ai travaillé de manière assez différente. Il y a des séries de photos, il y a des vidéos, il y a des performances, donc, et chaque série, en fait, chaque travail s'inspire, en fait, d'une discussion que j'ai eue avec un scientifique ou d'un article que j'ai lu. Donc là, c'était comme une performance, cette série de Tropiques, où en fait, c'était, au bois de Vincennes. Pendant une journée, on a positionné l'appareil photo, je sais pas si, bah, voilà, et au fur et à mesure, en fait, on mettait des décors, j'ai surtout pas bougé l'appareil photo. Au fur et à mesure, on mettait des décors comme ça, les uns devant les autres, et on les enlevait, on en remettait, on en renlevait, et cetera, et l'idée, c'était d'avoir un point fixe, qui était cette sorte de petite cascade un peu, petit peu, petit peu ridicule là, au milieu, et puis tous ces paysages qui venaient comme ça, hem se complètement bloquer la vue, ou enfin, prendre la place, dans ce travail, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui reste, quel est notre point fixe, et qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui est tout le temps en mouvement, voilà, de vivre cette expérience pendant une journée, le résultat, c'est des photos, que j'expose, comme ça, et vous pouvez voir aussi, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a toujours encore les clips, il y a des petites, on voit les scotch, on voit la barre, on voit vraiment la construction, et puis, et juste à la suite de ça, j'ai travaillé sur une autre série de photos qui s'appelle les Phénix, où là, en fait, il y a une théorie quand même, je vous parle de ça assez rapidement, heu qui est assez intéressante. Donc, Alfred Wegener était un géologue du début du siècle, et lui, en fait, ça a été en fait, le premier à parler de ce qu'on appelle la théorie des plaques tectoniques, enfin, qui est plus une théorie maintenant, mais qui était à l'époque, assez, enfin, il l'avait pas, prononcé comme ça, mais c'était le premier à dire: «Mais regardez comment, les États-Unis, s'emboîtent, comme ça avec l'Afrique, enfin le continent américain s'emboîte avec l'Afrique, regardez, c'est quand même vraiment un puzzle», donc tout le monde le prenait pour un fou au début du siècle, et en fait, il y a eu plein de recherches qui ont été faites, à travers,
à travers toutes les années, tout le siècle entier, notamment l'invention du sonar, où on a pu voir la dorsale océanique, donc vraiment comme un gâteau qui fait clouc et qui se décroche comme ça, où voilà, on a quand même commencé à comprendre qu'effectivement, cette théorie que les plaques bougeaient et que notre monde est en mouvement perpétuel, a finalement été, validée par la communauté, des scientifiques dans les années 60, à peu près. Et donc là, pour ma série des Phénix, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, est-ce que je vais vous montrer? Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé dans une palmeraie la nuit. On a pris en photo donc le paysage avec, enfin déjà on a éclairé puis pris en photo et ensuite on avait un camion, on avait amené le traceur du studio, on l'avait amené donc dans la palmeraie, en Espagne et on a imprimé, on n'a surtout pas bougé le trépied parce que si on bougeait le trépied, tout était, enfin toute la construction ne pouvait plus marcher et on a réimprimé donc tous ces laits de papier, on les a disposés devant le vrai paysage. Donc en fait, quand vous voyez la photo, encore une fois, c'est des très grands formats quand vous les voyez en vrai, ils font à peu près 2 mètres de haut. Donc en fait, l'œil aussi entre la photographie, qui est enfin le fond photographique qui est pris en photo et le vrai paysage qui est à l'arrière, qui est un tout petit peu plus flou. Et là, l'idée, c'était de créer une sorte de tissage, de décomposition de tissage de paysage et de comme une sorte d'imbrication, de désossement et de réimbrication d'un paysage. Alors là, je vais vous montrer une petite vidéo. Je vais vous montrer une petite vidéo qui est assez importante pour moi parce qu'elle s'appelle Bello de Deep South. Je vais pas tout vous montrer parce que ça va être trop long, mais voilà, c'est, en gros quelques mots, c'est sur toutes ces jungles qui ont été trouvés, ces bouts de jungle qui ont été trouvés, sous la glace en Antarctique, qui sont devenus avec la sédimentation de la terre et cetera pendant des millions d'années, sont devenus ce qu'on appelle, notre énergie fossile du charbon. En fait, j'utilise un procédé qui est assez simple, c'est-à-dire que c'est vraiment ça suit le cône optique. C'est-à-dire que, si je prends, une feuille, si je prends ça, que je le mets devant mes yeux, si je le mets très proche, ça va bloquer toute ma vue, je vais rien voir et plus je vais l'éloigner de mon visage, plus il va devenir petit. Ça paraît logique, mais du coup, c'est vraiment, la même manière dont je construis mes fonds en papier. C'est-à-dire que le premier fond est petit. Il fait à peu près, je sais pas 1,50 m par 1,20 m. Le deuxième fond est un peu plus grand, le troisième fond est un peu plus grand, le quatrième, et cetera et c'est comme ça qu'on arrive à avoir, un paysage. Moi, je ne bouge pas ma caméra du tout et c'est, justement en faisant brûler les paysages, enfin les fonds l'un après l'autre que, l'image, se suit, enfin voilà, sans qu'on ait et elle respecte le cadre à chaque fois. Voilà et à la fin, on a une sorte de petit dézoom, et c'est ce qui nous permet d'avoir, c'était important pour moi de voir à la fin du film, toute la construction avec les cadres en bois et cetera, qu'on voit vraiment le, qu'on voit une partie de quelque part, une partie de, ouais, une partie qu'on rentre un peu dans l'arrière du décor, un tout petit peu, pas beaucoup. C'est toujours un équilibre à trouver. Les Mountains aussi, qui était sur une discussion que j'avais eue avec, Camille Dussault, qui est une scientifique qui m'avait parlé de ces gouttes d'eau, qu'elle, trouvait dans la roche, qui datait de 300 millions d'années et en fait, elle essayait avec ces petites gouttes d'eau, elle essayait de découvrir, donc elle coupait littéralement la roche. Elle essayait de découvrir, quelle était la taille du massif armoricain, donc la montagne qui était il y a 300 millions d'années, en Bretagne. Ouais, donc ça, c'est les photos, que j'ai réalisées à la suite de ça et en fait, disons, enfin, ma manière de travailler est un petit peu, assez, aléatoire parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, comme vous avez pu le voir, c'est d'avoir une sorte de je me nourris d'articles, scientifiques ou avant, c'était l'histoire des sciences, maintenant, c'est plutôt vraiment la science, plus contemporaine. Et puis je fais beaucoup de tests au studio. Dans mon atelier, on fait toujours plein de tests de matière, et en fait, tout d'un coup, il y a une sorte de rencontre entre un article que j'ai lu et quelque chose qu'on trouve au studio et c'est là où se trouve le travail. Mais jamais je vais me dire: «Bah, tiens, je vais faire un travail sur,
sur ces jungles qu'on a trouvées enfouies en Antarctique. Et puis je vais réfléchir à ça. Malheureusement, j'aimerais bien, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, il me semble qu'il n'y a pas une magie qui se crée. Et pour moi, c'est vraiment d'essayer d'amener les. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui clique entre une recherche et quelque chose qu'on trouve au studio. Et puis, c'est comme ça qu'on construit à chaque fois les projets. Ça, c'est un autre film, Inel Exel, aussi, qui parle du détroit de Bering et le moment où il y a 20 000 ans, les hommes ont pu passer pour la première fois et peupler le continent américain. Mais je ne vais pas vous le mettre parce qu'on n'a pas le temps, malheureusement. Mais voilà, ça, c'est Décantation aussi, qui est une série. Ça, c'est une autre. C'était pour vous montrer aussi un exemple d'une autre. Une autre installation en sorte oui, d'installation photographique. En fait, si on arrive à un point, si on se met à un point précis, on la voit complètement en 3D. Mais c'est une sorte de 3D assez arbitraire comme ça, où on a l'impression que ça bouge, on sait pas très bien. Mais il y a juste un endroit où ça marche, où tout est aligné. Voilà, ça c'était aussi pour vous montrer une vue d'exposition d'une expo à Arles, dans une église. Encore une fois, il y a pas de simèse. J'aime bien vraiment utiliser l'espace, et que ça circule, qu'il y ait une sorte de qu'on voit en fait, tout l'espace, ou en tout cas qu'on voit une partie et et que tout soit pas bloqué. Alors là, c'est Anima, donc c'est une performance que j'ai réalisée avec Maëlle Poésy, qui est une metteuse en scène. Je vais quand même vous montrer le petit teaser qu'on a fait, parce que c'est assez différent enfin, ça reprend quand même pas mal de choses sur lesquelles je vais travailler, mais là, c'était une découverte assez importante, tout d'un coup, de travailler dans le milieu du théâtre. Donc, rien à voir avec. Enfin, rien à voir. En tout cas, un milieu une manière de travailler complètement différente. Donc, Anima, c'était donc une création pour Avignon 2022. Et en fait, après, la performance a tourné dans pas mal de lieux. L'idée, c'était de la faire tourner dans des lieux aussi bien des théâtres que des lieux d'art contemporain. Donc ça, c'était dans la Turbine Hall de la Tate. Et ça a été une expérience assez incroyable de travailler aussi avec une performeuse, et de travailler vraiment sur un moment aussi où le spectateur n'a pas du tout la même attention. Il est là pour un temps qu'on lui a donné, pour 1 heure, et s'assoit. Enfin, voilà, il y a une musique qui est aussi extrêmement. La musique de Chloé Thévenin, avec qui je travaille depuis, qui est aussi fait vraiment une énorme partie de la performance. Et voilà. Et du coup, j'en viens au projet donc, du prix Marcel Duchamp, Grand Vide. Donc, enfin, une des vidéos qui était présentée, Grand Vide, est donc un film qui est basé sur des recherches qui m'ont assez intriguée, ce que les scientifiques appellent le début d'un océan. En Afrique, il y a une sorte de fissure au milieu de l'Afrique de l'Est, qui est en train de s'agrandir de plus en plus. Elle bouge d'à peu près 2,5 centimètres par an. Et en fait, les plaques tectoniques à cet endroit-là, enfin, les sismologues ont des sismographes et voient que c'est extrêmement actif, et c'est en train de se décrocher complètement. Et du coup, on voit en fait leur modèle de la Terre dans 100 millions d'années. On verra enfin, ce sera complètement ouvert en fait, et c'est vraiment le début d'un océan. Donc en fait, si on essaie de s'imaginer quand l'Amérique et l'Afrique étaient ensemble, bah, c'est un peu le début de ce qui est en train de se passer là, en Afrique actuellement. Et en fait, là, ce qui m'intéressait, c'est de voir le bouillonnement à l'intérieur de la Terre, qui est dans une activité constante, en tout cas à cet endroit. Et donc j'ai travaillé sur ce film Grand Vide, qui est, voilà, j'aurais malheureusement pas le temps de vous le montrer, mais enfin, il était présenté en fait devant Suprastrata, qui lui est un autre film qui est réalisé avec des strates enfin des décors qui sont imprimés sur du polystyrène. Donc c'est vraiment du plastique dégueu. Et en fait, on mettait un liquide par-dessus qui les faisait fondre. Donc c'est une sorte de réaction chimique, et en fait tous les décors fondaient les uns après les autres. Et en fait là, pour moi, l'idée, c'était vraiment de repenser à ces strates. On parle de plus en plus des strates de plastique qu'on voit qui font partie intégrante du paysage maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des zones entières qui sont recouvertes de fines microparticules de plastique.
et qui sont pour les archéologues du futur vraiment une sorte de témoignage en fait de notre, toute notre fabrication et cetera et de notre implication, donc c'est notre petite strate, géologique et du coup, il y a elle est plus ou moins présente. Il y a sur des plages, des fois, on voit des espèces de comme des roches un peu bleues. En fait, elle est vraiment intégrée à la roche à certains endroits, c'est assez impressionnant. Et voilà, donc j'ai travaillé sur ça pour, ce film Suprastrata avec, le qui reprend un peu les mêmes ça c'est la fin du film, c'est une vue d'expo, mais c'est la fin du film où on voit aussi, une sorte de dézoom et on voit, toute la construction du film. Enfin, une partie. Et Rox, la troisième œuvre de cette, présentation, qui est, là une œuvre extrêmement simple, et pour moi qui est assez importante parce que, justement de par sa simplicité et par, finalement un geste assez, j'ai essayé de faire, de d'avoir une photo vraiment la plus brute possible. C'est même une photo que j'ai imprimée dans mon atelier sur mon traceur, donc c'est même pas une photo de grande qualité et elle est juste, enfin, enfin, il y a juste des aimants très, très simples qui la font tenir et j'ai un projecteur qui est devant, la photo et qui projette la même image, exactement la même image, le même rocher, mais avec un mouvement, par-dessus. Donc en fait, c'est comme si la nuit, j'avais pris un film, j'avais filmé, des roches, donc ça, c'est des roches près de Collioure, des roches magnifiques qui sont, des roches volcaniques et en fait, j'ai pris une torche et j'ai, éclairé, en fait, toute la roche et c'est comme si j'avais pris un screenshot de ce film et que je l'avais imprimé. Donc en fait, quand on voit l'image, elle est le rocher qui est imprimé est complètement, si enfin, il y a un moment du film qui est complètement, qui n'a pas de lumière particulière et quand la torche passe enfin, quand le film est projeté par-dessus, donc où il y a un travail de vidéo mapping un peu précis parce qu'il faut vraiment que tout soit nickel, nickel, sinon ça marche pas et quand tout est nickel et que tout marche et bah, tout d'un coup, on a l'impression on se demande vraiment c'est comme une sorte d'hallucination, on se demande vraiment, d'où vient la torche et heu et souvent, les gens pensent que le projecteur est la torche, mais c'est pas possible parce que sinon ça toucherait la surface de la photo, mais pas la surface de la roche. Donc il y a cette petite confusion qui se crée et qui, moi, me plaît beaucoup. Ouais. Et du coup, c'est un moment assez précis de l'histoire de notre planète qui est, le moment où il y a à peu près 65 millions d'années, on dit qu'il y a une météorite qui est arrivée dans le golfe, enfin tout près du Mexique et en fait qui aurait, créé un volcanisme assez important. On dit que les dinosaures se seraient, tous éteints à ce moment-là et qu'il y aurait une sorte de nuit qui serait restée pendant des années et des années et ce qui m'intéressait, c'est de voir comment les scientifiques, à la lueur de leurs connaissances, ont pu voir les traces de l'obscurité dans la roche. Voilà et là, on passe, à complètement autre chose. Delta, qui est une nouvelle série. Donc là, j'ai travaillé avec une botaniste sur, un moment de, l'histoire de notre, enfin un moment, en fait les jungles, la végétation du Carbonifère qui était il y avait des plantes assez différentes des nôtres actuelles et j'essaie de voir comment je pouvais avec des grands pans de je travaille avec des grandes pans de verre et comment c'est possible de recréer en fait, à partir de feuilles, actuelles, c'est la végétation de cette époque-là et ça, c'était sur toute une recherche que j'avais vue sur lequel j'avais lu sur, un delta, aux États-Unis qui a vraiment, fossilisé de manière assez impressionnante toute une partie de jungle de végétation du Carbonifère et donc c'est grâce à cet endroit, à Masons Creek, qu'on a dans ce delta, qu'on a pu avoir énormément d'informations sur la végétation de cette époque. Voilà et là, c'est mon dernier projet qui était, sur lequel, j'ai travaillé l'année dernière, qui s'appelle Art Angel, qui s'appelle The Story of Fig City, qui a été une commande par, l'organisation Art Angel, qui est une organisation anglaise qui fait plein de projets avec des artistes et qui leur dit: «Bon, bah, tu fais ce que tu veux, où tu veux». Mais du coup, enfin, ça enfin, en Angleterre et du coup, nous, on a trouvé un lieu qui était sous les arches du train, à Londres
et qui suintait un peu, et j'ai travaillé sur les cycles de l'eau et en fait l'histoire d'essayer de comprendre un peu comment l'eau pouvait, amener en fait, énormément de minéraux d'un territoire à un autre et comme il y avait une interconnexion, ce qui se créait entre les territoires grâce au cycle de l'eau. Pour finir, je vais vous montrer une vidéo de making of de comment on travaille à l'atelier. Est-ce qu'on peut se sortir les pieds, s'il vous plaît? Pas vraiment de solution. Comment on pourrait faire? En gros, tu fais le moindre truc. Ah non, ça décale tout en bas. Voilà, on redescend. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Non, non, mais il n'y a pas de souci, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Ok, alors. Tu t'en sors, Juliette? Vous êtes bon au niveau du point et tout est nickel? Bah, j'espère bien. Oui, oui, on vous entend, on t'entend. Ok, ça tourne. Visez le poli, s'il vous plaît, pas le... Voilà, c'est ça. Il faudrait que vous l'attaquiez, le 1.1, il faudrait complètement l'attaquer sur le côté. Baisse un tout petit peu ta tête, éloigne ta... Allez, gouttière asma. C'est armé. C'était pas là, vas-y. Je vais le film de Grand Vide, où là en fait on a travaillé avec des plaques on a imprimé dans tous les fonds au studio et on les a collés sur des plaques de verre et redécoupés, enfin d'abord redécoupés et collés sur des plaques de verre. Ça, c'était donc Suprastrata. Il y a toujours le même principe en fait de pour respecter la question d'optique pour que ça marche, avec des décors beaucoup plus petits à l'avant et des décors plus larges à l'arrière. Oui, très bien. Ok. 2, le pont baisse. 3, Castor Méléno est à gauche, puis centre. Ok, allez tout le monde en même temps. On monte. Là, en retard. Gauche calme, plus vite. Voilà, là on est bien. Et quitte à Donc ça, c'était le tournage de Grand Vide qui était assez... vous allez voir, c'est assez impressionnant. Enfin, pour nous, en tout cas, c'était assez impressionnant. Alors, c'était pas mal d'enlever le son, parce que du coup, c'est moins... Lent comme ça, c'est super beau. Si tu peux aller jusqu'à replier tout et remonter Et en fait, on a tourné à 170 images secondes, donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir un... Donc le film, le tournage dure 40 secondes pour un film de 8 minutes. C'est trop beau. Ça, c'était la préparation de tous les décors d'Anima, la performance. On avait donc 3 écrans qui faisaient chacun 1 heure à peu près. Et il fallait que ce soit en plan fixe, donc ils ne s'arrêtaient jamais. Donc on avait vraiment une succession de plans. Donc ça demande, pour ce film, il y a une ingénieure optique qui travaille sur tous les calculs optiques, parce que c'est assez compliqué en fait. C'est des tableaux Excel et des formules. Et là, il y avait un artificier aussi, bien sûr, qui a installé tout le système de feu pour que ça suive la chorégraphie je les ai pas fait brûler les uns après les autres, mais c'était le numéro 3 qui brûlait d'abord. Fallait qu'il brûle en cercle, ou fallait qu'il brûle d'abord cette roche, puis après la petite feuille. Enfin bon, voilà, on a travaillé sur ça ensemble. Et en fait, c'est des tournages qui
la préparation, c'est 6 mois à peu près d'aller prendre les photos, de les imprimer, de faire tous les calculs, etc. De les découper. C'est hyper long de découper chaque feuille au ciseau. Et après, on installe tout le film. Et après, on met en route et c'est 15 minutes. Et puis, c'est tout. Donc, il y a quand même une petite pression au moment du tournage. Tac. Et là, je vous montre aussi. Tac, tac, tac. Et ça, tu l'as encore. Donc ça, c'est. Voilà. On fait un truc comme ça ici. Ok. Et là, ça, faut que je penche là. Non, là, on peut laisser un peu droit, je pense. Enfin, qu'est-ce que Il faut qu'il dépasse. Ah, dans l'autre sens, ça va. Un tout petit peu, voilà. Il faut qu'il dépasse. Tu sais, non, de l'autre côté. Comme on avait fait tout à l'heure pour qu'il y ait un tout petit creux. Devant. Ouais, devant. Ouais, c'est bien. En fait, ce qui compte, peu importe, c'est que ça paraisse comme si ça venait de tomber, quoi. Comme si c'était des éboulis. Là, on voit plus trop notre courbe qui descend. C'est vrai que là, on la voit mieux quand même. Tu veux qu'on essaie de la diriger un peu ou pas? Essayez de peut-être la mettre plus proche de moi en fait. Essayez de bouger un tout petit peu à l'intérieur pour avoir un peu de volume. Moi non. On voit au fur et à mesure. Vas-y. Sur la droite ou pareil? Sur la droite, ouais. En plus, on s'est dit que plus il y avait de lignes, comme l'optique, elle déforme un peu sur les bords optiques, plus il y a de lignes droites, plus ça fera. Parce que là, t'as vu, ils sont super C'est droits. moi, ouais, t'as vu, c'est bizarre. Hein. En fait, c'est pas le même caillou, il vient pas du même bois, pareil, tous les de chez Emit. Dès que va y avoir de la chaleur. D'accord. Bah, du coup, il n'y aura pas de mouvement au début, mais ça va venir. Mais tu sais quoi, dans ce cas-là, on varie. On met ça, on met juste histoire de varier, de voir ce que ça donne, et comme ça, après, on sera plus réglé pour le deuxième. Si tu veux. Mais voilà, ça c'est sûr que d'autant plus que moi, de toute façon, il y a 3 inflats entre les 3 oui, les 3 limites entre les deux. Ce qui fait que voilà. On est bon là? J'arrive pas à voir. Non, ça me paraît bien. Tu viens, stop? Non, je vois pas du tout. C'est parti. Ok, rocher. C'est bon. Oh là là, il va prendre fort. Oh putain, préparez le. Ouais, mais non, c'est pas ça. On va allumer sans ressortir. Ah, c'est trop tard. Ah ouais, mais Et là, il faudrait le décaler plus vers la droite. Je sais pas pourquoi il a bougé.
C'est quoi le problème? Le problème, c'est que là, tu vois, on voit un peu. Là, on voit pas. Ça va. Alors, ok, les deux dernières. Il y a que les 2 dernières bandes en fait qui sont pas horizontales. Ouais. Il faut les remonter ou les redescendre? Les remonter. Inel Excel, que je vous ai pas montré le film, mais c'est une installation qui est vraiment dans la nature, pour le coup un des seuls films qui a été fait directement dans la nature, ou dans les marais Poitevin, où en fait on a mis des décors dans l'eau et on avait tout un système d'accordéon, donc quand ils rentraient dans l'eau, ils étaient ils pouvaient être complètement être cachés dans l'eau, et on tirait extrêmement lentement de chaque côté. Et du coup, ils arrivaient à remplir tout l'espace du cadre optiquement à la fin du film. Et puis après, ils redescendaient. C'est vraiment sur cette idée du pont, du passage, en fait, un paysage qui est en mouvement comme ça. L'idée de surface de l'eau est pour moi est assez intéressante parce que c'est comme une sorte de cadre qu'on s'est mis. En fait, tout ce qui est sous la surface, quelque part, n'existe plus ou est à l'extérieur de nos plans. Et comme s'il y avait vraiment une frontière qui s'arrêtait. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui réapparaîtra dans d'autres projets dans le futur. Voilà, j'étais complètement débordée, je suis désolée. Mais voilà. Merci. Merci.